parfait. Je pense que nous avons nos 3 invités ici présents avec nous. Alors, je vais présenter rapidement. N'hésitez pas à me corriger, évidemment, si je fais une erreur et je m'aperçois que tout le monde n'a pas un micro, parce que je suis un hôte tout à fait détestable. Voilà un micro. Hop. Alors, est-ce qu'il... 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et voilà. Et bien sûr, un dernier micro. Hop. On n'a pas assez de micros. Parce que j'allais dire, ils sont équipés. Hein. Comment? Tu veux passer un micro? Non, mais sinon, je peux passer aussi mon micro quand vous avez des questions. Je peux passer le mien, hein, pas de souci. Ouais, ça marche. Tout bon, normalement les deux marchent, les deux fonctionnent, donc on va pouvoir... Ça y est, là. C'est bon. Du coup, présentation rapide et brève. Nous avons donc ici présent, et j'espère que je ne me trompe pas, hein, un peu de pression. Du coup, Gaël Chaublet, directeur de recherche au CNRS. Tout ça, c'est ça. CNRS cette fois-ci, je ne me suis pas trompé pour celle-ci. Du coup, au laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes, planétologue. Géosciences. Bien de changer. D'accord. Nous avons avec nous aussi Stéphane Lemoilic. C'est bien ça. Stéphane Lemoilic, ingénieur, chercheur au CNRS toujours, et toujours au laboratoire de planétologie et géosciences. C'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça vient de changer, de l'Université de Nantes, encore une fois. Et il faut que je parle. In fine, nous avons Gabriel Tauby, directeur de recherche au CNRS, laboratoire toujours de planétologie et de géosciences de l'Université de Nantes. Donc, notre trio de l'Université de Nantes. Tous 3 experts en planète, si on peut dire. Qu'est-ce que la planétologie, du coup? Parce que ça a l'air hyper fun. Moi, ça me fait rêver. J'entends planète, je sais pas pour vous deux, mais moi, ça me fait rêver. Je sais pas, je commence. Planétologie, c'est tout simplement l'étude des planètes. Là, on entend bien comme ça? Donc l'étude des planètes au sens large. Donc dans notre laboratoire, on étudie l'ensemble des planètes, y compris la Terre, qui est la planète principale que l'on connaît le mieux. On étudie Mars, on étudie Vénus et Mercure. Les planètes aussi, des satellites de Jupiter, de Saturne, et donc tous les corps de notre système solaire. Très bien. Je pense qu'on a une définition, on a certainement la meilleure définition qu'on pourrait avoir ici au sein de cette communauté Star Citizen. Est-ce que tu as une question? Alors oui, une question simple pour commencer et d'introduction, on va dire. Je crois que vous avez chacun, tous les 3, des domaines très différents d'expertise au niveau planétologie. Est-ce que vous pourriez présenter aux personnes qui sont notamment en stream et qui n'auraient pas suivi les speed meetings votre domaine et peut-être votre recherche actuelle que vous avez en ce moment pour qu'on puisse se rendre compte des différents domaines? Proposons Stéphane. Alors, moi, je travaille je fais beaucoup de traitements d'images. Et le but, c'est d'utiliser donc les instruments qui sont abordés, soit des sondes en orbite autour des planètes, soit les rovers à la surface de Mars. Donc, d'utiliser ces instruments pour mieux contraindre finalement la composition, la nature des sols des planètes et des satellites. Très bien. Deuxième. Donc moi, je m'intéresse principalement aux intérieurs planétaires et tout particulièrement aux satellites de Jupiter et de Saturne. Donc je travaille sur les préparations des futures missions d'exploration qui vont aller essayer de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces fameuses lunes. Donc ça inclut les missions JUICE, donc c'est Jupiter Icy Moon Explorer, c'est une mission qui va aller à destination de Jupiter, comme le nom l'indique. Et puis une autre mission américaine qui s'appelle Europa Clipper et qui a pour objectif d'aller étudier plus précisément la lune Europe, qui est une lune de Jupiter. Super. La vie. Et moi, en fait, j'ai des objets d'études qui sont proches de ceux de Gabriel. On travaille beaucoup ensemble. Je m'intéresse aussi à l'intérieur de ces objets dont il a parlé, en faisant de la modélisation numérique, en fait. On utilise les lois de la physique pour la mécanique des fluides, pour essayer de comprendre comment ça bouge à l'intérieur des lunes et des mondes océans. Donc c'est des lunes qui sont glacées en surface et qui ont des océans enfouis dessous, qui sont intéressants, qui sont pas bien connus d'un point de vue de
les écoulements, la dynamique de ces objets-là. Et si je peux mettre une dernière précision, dans un monde idéal, on essaye de travailler ensemble, c'est-à-dire que Gabriel et Gaël, avec leur modèle, peuvent prédire ce qu'on pourrait éventuellement trouver en surface. Et puis nous, avec les observations, on essaye de voir si leurs modèles sont bons ou pas. C'est-à-dire si on arrive à trouver ce qu'ils prédisent en surface ou pas. Et donc vous travaillez complètement en coopération sur ces Contre sujets-là. nous. Non, mais un peu comme dans Star Citizen, on est amené à coopérer pour pouvoir survivre dans l'espace. Exactement. Comme quoi, dans les étoiles, toujours coopérer. Après, est-ce que tu avais une autre question? Alors oui, donc notamment, actuellement vous travaillez donc principalement sur le système solaire évidemment, principalement les planètes qui sont les plus proches, Jupiter, Mars. Est-ce qu'à terme les outils qu'on utilise et qu'on développe sur ces planètes pourraient être utilisés sur des systèmes lointains, peut-être d'ici combien de temps ou via quel sacrifice qui devrait être fait par rapport à la distance qui rentre en compte? Oui, je peux commencer à répondre. C'est vrai que... Alors, Stéphane aura une autre réponse sans doute parce qu'il travaille beaucoup sur les images et les surfaces. Donc, on est encore loin du compte pour les planètes autres que celles du système solaire. Mais ça va très très vite. Donc, on n'est pas un laboratoire où on s'est beaucoup porté sur ces objets-là, même si il y a eu des travaux là-bas sur la structure de ces planètes. Et plus ça va, et plus on a des informations. Et notre approche, nous, qui est notamment pour les intérieurs des planètes du système solaire, elles vont devenir pertinentes. Ça fait partie de nos axes de recherche à venir pour ces objets-là. Juste pour compléter, une grosse différence entre les systèmes solaires et les exoplanètes, c'est que les exoplanètes, pour le moment, on ne les voit pas. On les devine à partir de différents types de mesures. Donc là, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Il faut garder en tête qu'on n'a pas encore d'image de ces exoplanètes, ces planètes autour d'autres étoiles, et qu'on n'en verra jamais d'engin directement sur ces planètes. Alors que dans le système solaire, la grosse différence, c'est qu'on a une bonne connaissance des planètes du système solaire, parce qu'on envoie des engins, par exemple des rovers sur Mars, des sondes en orbite autour de Jupiter, autour de Ganymède. Les exoplanètes, maintenant, notre seul moyen de les observer est d'utiliser des télescopes. Et maintenant, on utilise des télescopes de plus en plus puissants. Donc il y a le James Webb Télescope qui va nous apporter des données essentielles dans les mois qui viennent. Et l'étape d'après, les astronomes sont déjà en train de réfléchir à un méga James Webb Télescope qui sera 3 fois plus gros et qui nous permettra potentiellement, d'ici 20 à 30 ans, d'avoir la première image d'exoplanète. Donc le James Webb ne nous donnera pas d'image d'exoplanète, mais la génération d'après, l'objectif est d'avoir une première image directe d'une exoplanète. Alors ça sera juste quelques petits pixels, mais ça sera un début, donc d'ici 20-30 ans. J'ai peut-être une question parce que du coup, j'ai entendu parler de Mars, j'ai aussi entendu parler de Lune de Jupiter comme Europe. Qu'est-ce qui va peut-être conditionner la vie au-delà de ce qu'on connaît? Quand on parle de ces sujets-là, par exemple pour Mars, on va parler de son champ magnétique qui était autrefois et qui n'est plus, de ce que je comprends. On va parler aussi effectivement de l'eau au-delà de notre Terre. Quels sont finalement peut-être ce que vous recherchez au-delà de juste observer une exoplanète, observer un astre? Est-ce qu'il y a une recherche du coup de la vie et comment peut-être vous l'espérez ou peut-être comment elle est dans la réalité? Où elle serait? On a un fil conducteur qui est d'essayer de trouver des zones dans le système solaire où on peut avoir de l'eau liquide. Parce qu'on sait que sur Terre, l'eau liquide est étroitement liée à l'apparition de la vie. Donc c'est un fil conducteur qui va nous amener justement sur Mars. Pourquoi? Parce qu'on pense que sur Mars, on a eu de l'eau liquide par le passé, en très grande quantité, à un moment où la vie apparaissait sur Terre dans l'eau liquide. Donc on a une analogie intéressante. Et l'autre endroit, c'est dans les satellites des planètes géantes de Jupiter et Saturne, donc sous une croûte de glace. Et c'est typiquement une des spécialités du laboratoire avec Gabriel et Gaël que de modéliser là où on pourrait trouver ces océans sous glaciaires. Donc c'est deux types d'environnements potentiellement propices à la vie. L'un peut-être plus par le passé, pour Mars, et l'autre, pourquoi pas, même encore actuel, pour les satellites de glace. Il y a de l'espoir. Et pour compléter, et c'est des environnements, on va dire, accessibles.
pas directement pour l'homme, mais accessible par l'exploration robotique. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Il y a potentiellement d'autres endroits très intéressants qui sont plus loin et qu'on pourrait explorer, mais que ça sera dans un lointain. Très très lointain, très lointain. Par exemple, il y a une lune autour de Neptune qui a les mêmes caractéristiques qu'Europe, mais qui a le malheur d'être trop loin. Donc il faut 15 ans pour y arriver, donc on n'y est pas retourné. Ça ressemble au développement de Star Citizen, là aussi. Je pense que le parallèle est là. 15 ans. Je pense qu'on est... On avait dit une décennie, mais je pense qu'on ira au-delà. Oui, alors, pour rebondir là-dessus, je crois que c'est que vous travaillez sur des images hyperspectrales notamment. C'est quelque chose qui est assez intéressant puisque du coup, vous pouvez simplement avec un télescope déterminer énormément de choses sur la nature d'une planète et d'une lune. Et donc, ces données peuvent apporter à quel niveau de précision? Est-ce qu'on peut par exemple aller chercher j'imagine que l'atmosphère, on peut la définir précisément. Est-ce qu'on peut aller plus loin, avoir des informations sur la nature des roches qui sont au sol, et est-ce qu'on peut voir des variations sur une même planète de lithologie? Alors, la réponse est triplement oui. Effectivement, avec la spectroscopie. Donc, non, on couple la spectroscopie à l'imagerie pour étudier de quoi sont faites les surfaces des planètes. Mais la spectroscopie toute seule, donc cette technique qui consiste à décomposer la lumière pour voir s'il y a des absorptions à certaines longueurs d'onde, dans certaines couleurs, ça nous renseigne sur la composition de l'atmosphère planétaire et du sol qui est en dessous. Il y a des observations qui sont assez intéressantes, qui ont été faites par des sondes. On a parlé un petit peu dans nos tables rondes de la sonde Cassini, par exemple, qui est partie vers Saturne. Il y a la sonde Rosetta qui est allée vers une comète, ou la sonde Vénus Express qui est allée vers Vénus. Mais souvent, quand la sonde part faire son voyage, elle part pas en ligne droite, elle fait un jeu de billard, et le jeu de billard nous amène souvent dans l'environnement de la Terre. Et en fait, on a des données hyperspectrales de la Terre, mais la Terre vue de très loin, et donc on a des données avec des spectres d'une Terre un peu vue de manière globale, avec quelques pixels. Et ça, c'est super intéressant, parce que si on analyse ça, on peut voir que, par exemple, on va détecter la chlorophylle, suivant comment la Terre était tournée. Si vous vous amusez avec un globe terrestre, c'est assez fascinant, mais il y a un côté où vous voyez pratiquement que de l'eau. Puis vous tournez, vous allez voir plus de continents. Donc ça dépend à quel moment vous observez aussi. Donc on peut, via la spectroscopie, effectivement avoir des indicateurs forts. Je parlais de la chlorophylle, on imagine l'oxygène, l'ozone, des gaz qui sont présents aussi souvent parce qu'il y a un déséquilibre dû à la vie. Et ça, c'est un des grands espoirs des télescopes, comme le James Webb Telescope, et on parlait des exoplanètes. Je pense que la grande révolution qui viendra en astro, ce sera de faire la spectroscopie de ces exoplanètes et éventuellement de leurs atmosphères et de voir des signatures donc spectrales on ne sait pas, de chlorophylle, oxygène ou autre chose. Et du coup, ça me permet de rebondir parce que j'entendais tout à l'heure qu'au niveau des exoplanètes, on n'avait pas d'image d'exoplanètes. On arrivait à identifier avec un télescope et la lumière, on voyait passer la planète devant. Est-ce qu'on a une idée, parce que à nouveau, je rabats sur Star Citizen, mais par exemple, il y a des planètes qui sont tidal locked en anglais. Je ne sais pas s'il y a un terme en français d'ailleurs. Tidal locked, ça veut dire en gros que la phase, il y a une hémisphère qui est toujours face au Soleil quand elle tourne. Un peu comme la Lune et la Terre finalement. On va toujours la même. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc par rapport au Soleil, ça veut dire qu'il y a toujours un côté jour et un côté nuit. C'est un concept qu'on retrouve dans la SF, dans beaucoup de films. Et est-ce que déjà, actuellement, on a identifié des planètes comme ça? Est-ce qu'on en est capable? Peut-être vous allez me dire non. Et est-ce que c'est envisageable? Parce qu'il doit y avoir des sacrées irrégularités au niveau de la planète entre le côté jour et le côté nuit. Donc pour le moment, la plupart des planètes qu'on a détectées, donc la seule chose qu'on voit, c'est quand elles passent devant leur étoile, donc là, avec le transit ou avec les mesures de perturbation qu'elle crée sur l'étoile. Toutes ces planètes, alors je ne sais pas les statistiques, mais au moins peut-être 90%, elles sont justement tidally locked. Donc on n'a pas vérifié qu'elles soient tidally locked, mais elles sont tellement proches de leur étoile qu'elles ne peuvent pas être autre chose qu'être tidally locked. Donc ça veut dire bloquées comme la Lune, je ne sais même pas comment on le dit en français non plus. Donc, mais alors, je fais des traductions d'articles et je peux vous dire que je m'arrache les cheveux. Ouais, elle est en rotation synchrone, mais sous l'effet des marées. Et donc effectivement, ça pose des gros problèmes et on se pose des grandes questions, même si on trouve une planète qui serait dans une zone habitable. Donc quand on dit zone habitable, c'est qui est à la bonne distance par rapport à l'étoile.
on se pose toujours la question de savoir est-ce que le fait qu'elle soit dans la zone habitable mais bloquée, c'est quand même, ça reste habitable, parce que ça veut dire qu'il y a un côté où il fait peut-être 350 degrés et l'autre côté il fait moins 50. Bon, entre les deux, il y a une atmosphère. En général, l'atmosphère elle brasse l'énergie, elle arrive à ramener de l'énergie, mais c'est peut-être pas des endroits ultra hospitaliers, on n'en sait rien. Alors pour info, juste pour vous faire un peu imaginer aussi, les personnes qui développent le background, du coup, on dit que cette planète était habitable. Et pour information, ils ont placé les villes le long de la ligne jour-nuit. Et le concept, c'est que le matin, on se lève du côté nuit et on va travailler du côté jour et on fait des allers-retours. Voilà. Par contre, c'est possible qu'il y ait des gros vents et ça peut pas être super. Ouais, j'imagine. Il y a des vents j'imagine thermiques en permanence. Donc c'est. Ouais, je sais pas. On a un exemple dans le système solaire qui est Vénus, qui est quasiment arrivé à cet équilibre, mais qui a eu l'atmosphère qui l'a refait accélérer. Donc en fait, la plupart des planètes qui seraient justement qu'on pense être en rotation synchrone, si elles ont une atmosphère, elles vont pas rester en rotation synchrone. Ce qui fait qu'elles vont quand même tourner, mais lentement. Donc ça va pas être terrible pour faire le jour-nuit. Non, effectivement. Ça va durer 300 jours. Ouais. Donc par exemple, vivre sur Vénus, c'est pas très intéressant parce qu'il fait jour pendant 150 jours et il fait nuit pendant 150 jours. Ouais. On veut en savoir plus. Non, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est pas forcément génial d'habiter sur Vénus. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est vos réponses qui étaient géniales. Oui. Ça, c'est sûr. Et on a compris, pour observer, c'est une question de timing. Et pour les développeurs Star Citizen, va peut-être falloir revoir la copie sur cette. Non, j'aime bien. Ils nous font voyager. Bon, d'accord. On va garder. Tant qu'on n'a pas prouvé que c'était faux, ça peut durer. Micro marche plus. Mort. Je disais, on n'a pas encore testé, donc je m'avance peut-être, mais je sais pas si le pôle sud de la Lune est modélisé dans Star Citizen. Parce qu'il y a des endroits qui sont un peu équivalents à ce qu'on vient de dire. Des endroits qui vont être tout le temps à l'ombre. Parce que lorsque vous êtes au pôle, dans l'ombre d'un cratère, vous voyez jamais le soleil. Et puis si vous grimpez la colline, vous arrivez à un endroit qui peut être tout le temps au soleil. Qui du coup est intéressant si on veut mettre une base lunaire, parce que vous pouvez mettre un panneau solaire qui est quasiment tout le temps éclairé. Ok. Donc ça peut être peut-être un analogue de système comme ça. Il faut que les développeurs nous écoutent, c'est important. Il y a de quoi faire. Une base lunaire. Une base lunaire. Voilà. Je rêve d'une base lunaire dans Star Citizen. Ça arrivera peut-être un jour. Mais oui. Après 2026, hein, sûr. Et du coup, merci en tout cas à Merci tous les beaucoup, trois ouais. pour vos réponses. Merci à vous. Très apprécié.